Et encore un photographe de géo à moto. On fait pas exprès, mais c'est à croire que tous nos invités adorent se déplacer à deux roues. Lui, c'est pas tant qu'il aime les bécanes, c'est que c'est plus pratique pour se rendre dans les coins les plus reculés du Vietnam, où il vit depuis 10 ans. Je m'appelle Léa Santacross, et l'homme dont je parle, c'est Réan. Ce photographe normand a relevé le défi de tirer le portrait de représentants des 54 ethnies officielles et souvent méconnues du Vietnam. Il a rapporté des costumes, des captations audio et des photos. Une recension exhaustive qui n'avait jamais été faite jusqu'alors. À découvrir dans notre numéro d'octobre, en kiosque jusqu'à la fin du mois. J'ai le plaisir de recevoir Réan, donc en direct du Vietnam, lui à Hoi An, moi à Paris. Bonjour Réan. Bonjour. Retour de terrain, c'est le podcast du magazine Géo. Retour de terrain. Chaque mois, les reporters de Géo posent leurs valises et vous emmènent en voyage. Réan, tu es normand, tu es né à Bayeux, mais tu vis au Vietnam avec femme et enfant depuis 10 ans. Tu me réponds d'où exactement là? C'est quoi ton cadre de vie? Alors, je vis à Hoi An. Hoi An, c'est une toute petite ville au bord de la mer, au centre du Vietnam, qui est classée à l'UNESCO. Il y a 850 bâtiments classés à l'UNESCO. C'est une ville assez qui est pas très très haute, donc il n'y a pas de grands buildings comme dans les grandes mégalopoles. Et c'est une ville qui est toute jaune. Elle a la particularité d'être jaune avec des murs très abîmés évidemment par les inondations. D'ailleurs, on y arrive en ce moment, prochainement. Et c'est une ville qui a énormément de charme avec une architecture japonaise, chinoise et un peu française. D'ailleurs, mon musée dans la rue, l'ancienne rue française, qui s'appelait la rue Courbet. Et alors, tu présentes dans Géo le travail de 10 ans. Tu as documenté les modes de vie de 54 ethnies officielles du Vietnam. On connaît les Viettes, qui représentent 86% de la population, mais ce pays est une véritable mosaïque méconnue. Comment t'en es venu à t'intéresser à tous ces peuples? Alors, en fait, ma meilleure amie vietnamienne, donc pour refaire un petit peu la généalogie du projet, je suis arrivé en 2007 au Vietnam avec une association humanitaire. Donc, je venais pour un autre sujet et rencontrer des filleuls que je parrainais avec l'association Enfants du Vietnam. Et j'ai rencontré une fille qui nous a aidés, qui était un peu notre traductrice. Et je suis revenu tous les ans voir ces deux petites filleules. Et un jour, elle m'a dit, écoute, tu viens toujours à Hoi An, peut-être que tu devrais aller visiter le reste du pays. Et je lui ai dit, c'est une bonne idée. Et on m'a dit, pourquoi pas aller à Sapa? C'est une ville qui se développe un petit peu pour le tourisme. Et tu verras, il y a des très beaux paysages. Je me suis dit, super, on va là-bas. Et quand je suis arrivé, il pleuvait. Et du coup, bon, pour la photo, c'est pas facile. J'étais venu pour les paysages et en fait, je suis revenu avec des portraits incroyables parce que dans la ville, là-bas, il y a 7 ethnies, dont 2 ou 3 qu'on voit habillés en costume. Alors au départ, je me suis dit, est-ce que c'est folklorique? Est-ce que quelque chose pour les touristes? Et après une journée ou deux à discuter avec ces gens-là qui parlent incroyablement bien anglais des fois et même un peu de français, j'ai appris que ces gens-là faisaient leurs costumes, avaient des techniques ancestrales avec du chanvre, de l'indigo. Ça m'a passionné. J'ai fait des portraits de ces gens-là qui ont des faciès totalement différents des Vietnamiens. Il y a 54 ethnies au Vietnam, dont 53 minorités. Ethnies minoritaires en nombre, et il y en a même à côté d'Hoi An. Alors je me suis dit, c'est incroyable, il faudrait aller les voir. Est-ce qu'ils portent le costume? Elle en avait absolument aucune idée. Je me suis dit, quand on rentre à Hoi An, on prend la moto, on y va, c'est 3 heures de route et c'est parti, on va aller voir les Ketu. Et donc quand je suis allé voir les Ketu, là, pareil, j'ai vu que les gens avaient leurs costumes, donc j'avais un petit peu idéalisé les 54 ethnies. Je m'étais dit bon, c'est parfait, je vais aller faire toutes les régions du Vietnam et je vais aller photographier tous les costumes. Je n'avais aucune idée. J'étais parti dans le principe où tout le monde avait son costume, comme à Sapa, un petit peu comme chez les Ketu, sauf que bien rapidement, j'ai découvert en fait que dans la plupart des autres régions, les ethnies ne portaient plus le costume, parfois ne l'avaient même plus, ou alors seulement des vieilles dames l'avaient encore dans des sacs en plastique rangés dans sous le lit des fois. Et donc là, ça a commencé à compliquer le projet, mais je me suis dit pourquoi pas essayer de les rechercher. Et voilà comment est parti le projet. Au départ, c'était, j'avais pas le projet de faire un musée, j'avais pas le projet de faire toute une collection. J'étais naïf, je pensais que ça allait prendre 2-3 ans. Je me suis dit, il suffit d'aller dans la région et puis c'est bon. Après, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un tas de paramètres que je n'avais pas mesurés, comme les autorisations, les frontières, parce que des ethnies vivent au bord des frontières, ça peut compliquer la chose. Et puis surtout, beaucoup d'ethnies n'ont plus de costume ou alors presque pratiquement plus.
Et toi, photographe, ton truc, c'est le portrait à la Félix Nadar, tu me disais en préparant cette émission, cette référence française du portrait au 19e siècle. Et tu as fait poser toutes celles et ceux que tu as rencontrés. Est-ce que c'était facile de te faire accepter parmi tes hôtes et de leur expliquer ta démarche? Alors, bon, pour Nadar, oui, j'aime beaucoup Nadar parce que pour moi le plus grand portraitiste français de l'époque. Il a photographié Alexandre Dumas, Victor Hugo, Georges Sand et beaucoup d'autres. Et j'aimais son style épuré. Et comme les ethnies ne portent plus le costume dans les champs, par exemple, enfin, certaines oui, mais d'autres non, je me suis dit plutôt que d'avoir de faire des montages et des choses comme ça, je voulais avoir quelque chose d'assez naturel, donc j'ai décidé de les faire poser souvent sur le pas de leur porte, comme leurs maisons sont assez sombres, ça fait des photos très épurées où le costume ressort. Et donc pour ça, évidemment, quand j'arrive chez une mamie, je me souviens d'une petite mamie, on a de l'ethnie Ma, du côté de Dalat, et elle avait 103 ans. Alors c'est incroyable, vous seriez surpris de voir les gens des fois des centenaires dans des villages ethniques. Et cette mamie, je lui dis, est-ce que tu as le costume et tout. Enfin, évidemment, j'ai une assistante qui traduit pour moi. Mon vietnamien n'est pas Oui, encore j'allais assez dire, bon. tu parles quelle langue avec eux? J'ai toujours des bonnes blagues vietnamiennes, enfin des bonnes blagues, je leur dis toujours quand elles sourient pas parce que des fois elles sont un peu timides ou impressionnées par l'appareil ou surtout parce qu'elles ont jamais vu un blanc ou un étranger. Du coup, je leur demande toujours pourquoi elles sourient pas et si c'est parce qu'elles ont plus de dents. Et ça c'est juste une blague en vietnamien qui fonctionne toujours bien. Je leur dis comme Koran et ça veut dire t'as plus de dents et du coup ça leur fait rire, elles explosent de rire. Alors c'est juste c'est pour rigoler et évidemment souvent elles n'ont plus beaucoup de dents et elles cachent leur visage, elles cachent leur bouche pour rire et ça donne des portraits absolument magnifiques. C'était une série que j'avais fait qui s'appelait Les sourires cachés et c'était un peu ça qui m'a fait connaître au départ. Et j'ai une assistante, au départ c'était ma meilleure amie, j'avais pas les budgets, j'avais pas l'argent pour m'offrir les services de quelqu'un qui serait permanent. Donc ma meilleure amie m'aidait et puis petit à petit quand ça a fonctionné, que j'ai commencé à vendre mes photos, je me suis offert les services d'une assistante qui parle très bien anglais du coup. Donc en général je leur explique un peu le projet. Je vais être honnête, hein, si je leur dis, bah voilà, c'est pour préserver la culture, tout ça, pour eux, ça ne leur parle pas du tout. D'ailleurs, j'ai appris énormément sur les ethnies, mais j'ai appris sur moi-même également. C'est assez incroyable. L'autre fois, je te parlais de l'ethnocentrisme. En fait, on arrive dans un pays souvent et c'est l'erreur des touristes, mais aussi des photographes et tout le monde. Et c'était mon erreur au départ aussi. On arrive avec des idées préconçues, on s'imagine à leur place, ce qui est totalement idiot en fait. Hein, c'est totalement ce qui sert à rien. Et simplement, eux ne se posent pas la question de savoir si leur costume sera préservé. Pour eux, c'est un vêtement. D'ailleurs, souvent, ils me l'ont offert quand après une ou deux visites, ils me disent bah, tiens, prends-le si tu veux, t'as l'air vraiment intéressé, prends-le parce que j'en ai plein. Et des fois, il est en boule par terre, des fois, il est dans un sac, ils le mettent même plus du tout. Du coup, c'est un petit peu comme ça que ça se fait. Alors, pour les sensibiliser, je m'assois avec eux et je passe une heure de discussion avant de faire quoi que ce soit. Et des fois, même avant de sortir l'appareil photo, j'essaie de comprendre d'où ils viennent, s'ils se rappellent quand est-ce que leur village s'est installé, etc. Donc, on fait une vraie discussion et c'est pour ça qu'on peut pas faire il m'a fallu 10 ans, c'est parce que déjà, je suis assez bavard et c'est parce que je voulais pas faire la photo et partir, ça n'aurait aucun sens. Je voulais capturer l'âme de ces gens-là, je voulais comprendre qui ils étaient et avec respect, parce que je trouve que c'est un manque de respect de rester debout, de faire de la photo de la petite mamie qui est assise et puis de partir sur la moto aussitôt, ça n'a aucun sens. C'était des expériences incroyables et évidemment, s'il y a des hommes dans le coin, il faut finir par l'alcool de riz et ça, l'objectif, c'est de mettre une cuillère. Alors moi qui ne bois pas d'alcool, c'est assez compliqué, mais il y a des techniques pour éviter. Voilà. Et pour revenir à cette mamie-là, pour expliquer, donc cette mamie, j'arrive, 103 ans, je lui dis, est-ce que tu peux me faire voir? Et là, elle se lève, elle retire son haut, donc elle était seins nus, pas de souci, 103 ans, et elle met son costume et elle pose. Elle avait beaucoup d'humour, elle était vraiment drôle. Et on a fait la photo et elle m'a pris dans les bras et je lui dis bah je te souhaite de vivre encore plus et elle me dit j'attendrai que tu reviennes avant de mourir. Et ça m'avait touché cette mamie, je m'en rappellerai toujours, elle est en grand dans mon musée et avec le Covid, j'ai pas eu l'occasion de retourner la voir, j'espère qu'elle est encore là. Mais voilà, donc voilà un petit peu ça c'est un exemple et il y en a d'autres évidemment. Malheureusement, comme c'est les anciennes, c'est les mamies, les vieilles dames qui portent le costume
Du coup, j'ai beaucoup de vieilles dames dans mes photos, hein, les jeunes ne veulent pas le porter. Parfois, me disent, bah non, la montre, je vais pas porter ça, ça les fait rire. Bon, parfois ils le font pour faire plaisir, et puis tous les voisins qui sont autour, parce que évidemment, quand j'arrive, c'est comme une attraction. Hein. Tous les voisins qui sont autour explosent de rire, se moquent et tout. Elles retirent aussitôt, j'ai pas le temps de faire la photo. Bon. Donc avec les mamies, c'est bien plus simple. Elles sont fières parce qu'elles veulent garder leur tradition. Elles sont tristes parfois de voir que leur génération les générations suivantes ne sont pas intéressées. Et donc voilà. Et donc souvent, quand elles ont un costume, parce qu'il faut savoir qu'il y a quelques années, elles faisaient un costume tous les ans. À la nouvelle année, il y avait un nouveau costume. Du coup, elles en avaient deux, trois. Et puis bon, quand elles en ont deux ou trois, elles me disent bah prends-le comme ça. Et puis je leur explique le projet du musée. Quand le musée a été fait, évidemment, je leur ramène des photos et tout. Et là, elles voient que c'est concret, quoi. Parce que quand je leur dis je reviendrai, elles n'y croient pas une seule seconde. C'est à mon deuxième retour qu'après elles me croient que je reviendrai. Tout le monde dira je reviens, elle reviendra pas, mais moi je reviens tout le temps. Donc voilà un petit peu comment se passe une séance photo ou une rencontre. Ton musée, on va y venir, mais avant, est-ce que tu voudrais bien te prêter un exercice hautement radiophonique et choisir une photo parmi celles parues dans Géo et nous la commenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. J'ai les Remam, par exemple. Ça, c'est une histoire qui est sans doute une des plus incroyables. Les Remam, c'est cette petite mamie qui a qui a un costume blanc, qui dénote d'ailleurs de la plupart des costumes qui sont assez sombres, hein, souvent les costumes des ethnies. Celui-là est tout blanc, avec quelques lignes, quelques bandes de couleurs. Alors, donc les Remam, c'est le troisième plus petit groupe du Vietnam. De mémoire, c'est 436 personnes exactement. Et plusieurs fois, je suis allé dans la région de Kon Tum, dans les hauts plateaux. Les hauts plateaux étaient une zone assez tragique et assez maltraitée durant la guerre du Vietnam, puisque c'était au milieu, donc beaucoup de bombardements. Les ethnies ont été obligées de fuir tout le temps. Donc c'est assez rare de voir les ethnies avec leurs costumes par là-bas, sauf une ou deux exceptions près, parce que les ethnies avaient d'autres chats à fouetter, on va dire. Fallait se cacher dans les forêts. Les ethnies ont aussi prêté main forte au GI, au béret vert à l'époque. Donc c'est vrai que les ethnies, après la guerre du Vietnam, donc il y a eu règlement de compte sans doute. Les Remam étaient 40 000 avant. On n'a aucune idée d'où sont passés les autres. Et ils habitent les 430. Donc ça représente un seul village qui est à la frontière, pas loin du Cambodge. Et donc, moi, j'allais dans la région de Kon Tum, mais je dis à mes amis là-bas, parce que j'avais des amis vietnamiens, je dis, j'aimerais bien aller à Roma. Il me dit, bon courage, personne ne peut y aller. Même les Vietnamiens, c'est compliqué. Donc, je demande pourquoi. On me dit, il y a une zone militaire, c'est une frontière, c'est un point stratégique militaire vietnamien et sans doute cambodgien de l'autre côté. Donc, évite, vaut mieux pas y aller, tu auras des soucis. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je vais passer par l'office du tourisme de la province qui me dit, oui, c'est peut-être possible. Et puis, quand je me rends là-bas, on me dit, bah non, parce que c'est un peu souvent comme ça, hein. J'arrive au café le matin, on est prêt à partir, puis on me dit, bah non, ça va pas être possible. Le guide, il a demandé. Alors, il m'avait dit oui, donc j'ai pris l'avion, j'y suis allé. Après, j'ai loué une moto. Et puis après, quand j'arrive, il me dit, bah non, c'est pas possible. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, je rencontre le ministre de la Culture au Vietnam, à Hanoï, pour une autre occasion. Et je lui dis, j'aimerais aller là-bas. Il m'a aidé dans d'autres régions, mais là, il m'a dit non, je peux rien faire. Là, c'est l'armée. Et l'armée, c'est eux qui décident. Même le ministre de la Culture ne peut pas décider. Ensuite, il y a une télé qui m'appelle et j'avais un peu abandonné l'idée. Je m'étais dit, bon, bah tant pis, j'aurai toutes les ethnies sauf les Remam. Et il y a une télé qui m'appelle. J'avais fait, faut savoir que j'ai fait 72 télés au Vietnam, 72 émissions télé au Vietnam. Donc, je dois être un des étrangers qui a fait le plus de télé ici, des émissions d'1 heure, de 2 heures. J'ai fait plein de choses comme ça, des fois pas très intéressantes, des fois très intéressantes, mais un peu de tout. J'en avais un peu marre de faire toujours la même chose. Et donc, j'avais refusé je refuse les télés d'ailleurs depuis ça. Mais cette télé me dit, est-ce qu'il y a un endroit où tu aimerais aller? Je dis oui, si vous pouvez m'emmener là-bas. C'était en janvier. Si vous pouvez m'emmener là-bas, je veux bien faire votre émission. Plus de nouvelles de janvier jusqu'à octobre. Octobre, on m'appelle, on me dit c'est bon, on a eu l'autorisation. Alors j'y croyais toujours pas. Je me dis ça va être encore un coup. Je vais arriver là-bas, on va me dire c'est pas possible, on va autre part. Donc je dis bon allez, on va quand même essayer une dernière fois. Et quand j'arrive là-bas, on me dit écoute, tu sors pas l'appareil photo, tu nous laisses faire, on a les autorisations, on n'a pas dit que tu étais photographe, on va essayer de le faire tranquille, mais on peut rester qu'une journée. Alors on fait 51 km en 3 heures, donc parce que c'est des routes impossibles en voiture en plus, donc c'était compliqué. On arrive là-bas, donc évidemment checkpoint armé, on passe, et bon ils vérifient mais pas mon passeport, etc. On rentre dans le village et là elles me disent voilà on va aller voir le chef du village et tout.
Et là, le chef du village, rapidement, m'offre la tenue, parce qu'il savait que je collectionnais les tenues des ethnies. Il m'offre la tenue, une des 12 restantes. Alors ça, c'était magique. Je me dis, bon, la journée commence bien. Seulement, il me faudrait que je fasse une photo avec quelqu'un. Et là, on me dit, ah, ça va pas être possible. Et au moment où on marche chez d'autres habitants, là, on se fait arrêter. Il y a encore l'armée, d'autres personnes qui reviennent, ils recheckent encore tout, le passeport, etc. Je dis, ça va jamais s'en finir. Et il me dit, bon, c'est l'heure de manger. Je dis, on n'a même pas fait de photo. Il me dit, bah, faut manger. On va manger avec le président, enfin, le responsable du district, le gendarme et tout. Et pendant le repas, après le repas, il me dit, bon, on va faire une sieste, donc tu restes dans le coin, tu bouges pas. Je dis, bon, je bouge pas. Et quand tout le monde ne bougeait pas, et dormait plus ou moins, était un peu assoupi, j'ai demandé parce qu'il y a une petite échoppe, et je dis, est-ce que je peux prendre votre moto? Je reviens dans quelques minutes. Et je suis parti avec ma meilleure amie, et on est parti en vadrouille tous les deux dans le village. Et je rencontre une mamie qui était là en train pas de méditer, mais elle était toute seule avec sa clé autour du cou. On voit d'ailleurs qu'elle a la clé autour du cou. J'ai pas eu le temps de lui retirer la clé et ça m'a fait sourire quand j'ai vu que j'avais oublié ça. Et je lui dis, est-ce que tu veux bien mettre cette tenue? Alors elle n'avait pas vu la tenue depuis très longtemps. Elle était heureuse comme tout, mais elle était là, ça a été pour le coup un petit peu rapide. J'aurais voulu avoir plus de temps. Ça a duré 10 minutes. Hein. J'ai pas eu le temps d'avoir même son nom, quoi. Et le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Il s'était rendu compte qu'il fallait que je revienne. Il s'était pas content du tout. Et j'ai fait la photo de la mamie. Elle m'a juste dit que l'oreille, en fait, ils avaient des boucles d'oreilles avant en bambou, donc les oreilles vraiment élargies. Et quand ça casse, ça porte bonheur. Voilà ce que m'avait dit cette dame-là. C'est la seule chose que je me rappelle. Et donc sur la route, il a fallu repartir à fond en moto pour revenir. Et là, ils étaient vraiment très, très, très mécontents que je sois parti faire des photos dans le village pendant que tout le monde était assoupi. Et donc, quand je suis reparti, j'ai changé la carte mémoire. Je me suis dit, je mets une autre carte mémoire au cas où je dis que j'ai pas fait de photos et je vais dire que je les ai effacées ou voilà, parce que s'ils me demandent d'effacer tout, je vais être vraiment embêté, quoi. Et je pense que je pourrais pas y retourner. Et dans la voiture, pendant 3 heures de retour, 3-4 heures de retour, la dame de la télé me dit ne poste pas cette photo, attends au moins 3 ou 4 mois. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai même attendu quasiment 6 mois avant de la poster parce que c'était ils continuaient à l'appeler pendant qu'on était sur la route du retour pour dire qu'ils n'étaient pas contents, etc. Pourquoi j'avais été faire des photos, pourquoi ils m'ont pas surveillé, etc. Et j'ai pu faire cette photo. Et quand je suis reparti, j'étais heureux, mais en même temps, j'avais peur que ça me pose problème pour mon musée plus tard. Et donc, j'ai vraiment attendu peut-être 5 ou 6 mois avant de poster cette photo, avant même de le dire. Maintenant, ça fait plusieurs années, donc je peux le dire. Sans doute qu'ils s'en rappellent pas, mais voilà. Mais ça a été la plus difficile à capter. Il m'a fallu 3 ans pour pouvoir avoir cette photo-là. Et depuis, apparemment, il n'y a jamais eu personne qui est allé dans cette région-là faire des photos de cette ethnie. Alors, toutes tes photos n'ont pas été prises dans des conditions aussi rocambolesques. C'était parfois bien plus apaisé. Et tu as en rapporté donc des photos, des costumes, on l'a bien compris, pour ton musée, on va y venir, mais également des sons comme ce qu'on va entendre maintenant. Donc en fait, ça c'est une chanson des Ketou. Les Ketou donc sont à 3 heures de chez moi. J'ai passé énormément de temps avec ces gens-là et j'ai eu beaucoup d'amitié et d'affection pour eux. Bon, parce que je les ai rencontrés plus souvent que toutes les autres ethnies, parce qu'elles sont pas loin. Et je les ai fait venir à mon musée. Un jour, je leur ai dit, est-ce que ça vous dit de venir à mon musée? Vous venez en costume, je paye le bus, il y a 3 heures de bus, on va s'organiser, ça va être compliqué. Je vous trouve un hôtel. J'ai trouvé un hôtel 5 étoiles qui a offert les chambres à 30 personnes, avec le chef du village et tout. C'était incroyable, hein. Les ethnies rentrent en costume dans mon musée. On n'avait rien annoncé du tout. Les clients qui étaient là, qui visitaient le musée, ils étaient complètement abasourdis. Ça devenait un musée vivant et là, les Ketou recommencent à lire les autres ethnies, commencent à regarder leur ethnie et le chef du village m'avait offert un beau costume en écorce d'arbre. Il faut savoir que les Français, il y a très longtemps, quand ils sont arrivés dans les ethnies du centre, ont vu des ethnies qui portaient pas le chanvre ou le coton ou la soie, mais l'écorce d'arbre. Donc c'était seulement les familles qui étaient un petit peu plus aisées, si on peut dire, qui avaient des costumes en écorce d'arbre. Donc c'est assez impressionnant, mais il en reste évidemment plus parce que c'est très dur à garder. Et le chef du village m'avait offert le dernier de son village, donc il est dans mon musée au chaud.
Et donc, je leur avais dit, ça m'avait vraiment touché et eux étaient touchés. Bon, évidemment, ils reconnaissaient les personnes qui étaient sur les photos parce que c'était des gens de leur village. Alors, ils sont 60 et que tous sont 60, plus de 60 000, mais bon, on a l'impression qu'ils se connaissent tous. C'est ça qui est incroyable, même s'il y a 90 villages, parce que quand ils font la fête annuelle, bah, tout le monde se rencontre. Alors, ils disent, oh, ça c'est mon cousin ou ça c'est une amie d'un village d'à côté. Enfin, on a l'impression qu'ils se connaissent tous. C'est incroyable. Et là, je leur avais dit, ça m'avait vraiment touché. Bon, déjà, il y en avait qui avaient les larmes aux yeux dans le musée. Je les avais même interviewés. Alors, c'est en vietnamien, mais on les avait interviewés. Ils étaient émus par le musée. Ça les avait vraiment touchés. Et j'avais une expo qui se montait au musée ethnographique d'Hanoï. Et le chef du village m'a fait la grande surprise avec des amis Hmong de Sapa qui avaient fait qui avaient pris le train pour venir. Ils se sont pointés à mon vernissage, à l'opening au musée ethnographique d'Hanoï. Donc, c'était pour moi le summum, hein, un Français qui fait une étude, un projet sur les ethnies, et puis qui peut finir au lieu sacré du musée ethnographique du Vietnam. C'était génial. Et il y a la presse qui était là, et la presse parlait, me demandait s'il me restait des ethnies à voir, etc. Et me demandait, et ont interviewé le chef du village, et le chef du village on a dit que j'étais comme un frère pour eux. Il m'avait donné un nom, j'ai un nom ethnique, et me dit que il voulait m'offrir un terrain dans leur village pour construire ma maison avec ma famille. Alors, je dis bon, évidemment, je suis pas sûr que ma femme veuille aller vivre là-bas. Et puis en plus, je voulais, bon, je trouvais que c'était super, mais bon, voilà, c'était pas mon projet. En revanche, je leur ai dit, moi j'ai un autre projet, j'ai une autre idée. Et ça, il y avait la presse, tout ça. Et je dis, est-ce que on pourrait imaginer que je finance un musée juste pour votre ethnie dans votre village? Et donc j'avais quand même vendu beaucoup de photos, j'avais fait quand même un petit peu d'argent et j'avais dit je financerai le musée. Et j'ai financé le musée et pour ça je voulais absolument enregistrer toutes les musiques, récupérer tous les costumes qui avaient existé. Donc c'était leur mission d'aller dans les 90 villages ethniques que tout pour aller chercher les costumes et tout ce qu'ils voulaient mettre dans leur musée. Et j'ai financé le musée, on l'a terminé en décembre 2019, juste avant le Covid. Donc il y a pas eu d'ouverture officielle, mais il est ouvert. Enfin il est ouvert. Évidemment, il n'y a pas de touristes. Et puis en plus, dans ces régions-là, il n'y a pas beaucoup de touristes. C'était vraiment un musée mémoriel, donc c'est plus pour eux, pour leur prochaine génération. Donc j'avais dit, bah pourquoi on n'enregistrerait pas toutes vos musiques si vous êtes capable de me trouver des musiciens, tout ça, et on va photographier tous les musiciens, tous les instruments. Et donc j'avais enregistré cette musique et avec une jeune fille qui avait chanté toute seule en fait. Et donc je l'avais enregistré avec mon iPhone. Et j'adore la douceur de leur son. Et il faut dire que le Ketu, ils ont encore leur langage. Il y a même un dictionnaire Ketu, donc il y a un dictionnaire Ketu vietnamien. Faut savoir que énormément d'ethnies perdent leur langage également, puisque aujourd'hui à l'école on apprend que le vietnamien la plupart du temps. Donc ils parlent encore le langage ethnique, leur dialecte qui n'est pas écrit. Hein. Et donc les musiques disparaissent évidemment, le langage disparaît, la musique disparaît. Quand il n'y a pas d'écrit, quand il n'y a pas d'intérêt, c'est terminé. Et je m'étais dit, bah, les musiques font partie aussi de leur patrimoine. Et quand on rentrera dans le musée des Ketu, on aura les costumes, des photos, tout ce que j'ai pu récupérer, collecter avec le chef du village et tous les autres. Et on aura leur musée. C'est eux qui vont le tenir, c'est eux qui vont l'entretenir. Et voilà. Là, tu nous parles du musée Ketu, mais là, on va venir à ton musée à toi. Au fil des ans et au fur et à mesure que tu complétais ton travail, l'idée a germé de tout exposer dans un musée, donc à Hoi An où tu vis, musée que tu as ouvert en 2017 et que tout un chacun peut visiter gratuitement. Ce musée, il s'appelle comment et c'est quoi le principe ? J'ai toujours été intéressé par la culture plus que la photographie. Des fois, des photographes me contactent en me disant, voilà, on aimerait avoir des conseils de photographie, ou on voudrait t'inviter dans un salon des photographes. Tout ça, je refuse toujours tout ça parce que j'ai pas grand-chose à dire sur la photographie. Je pense que le plus important, c'est le message. Et donc, pour ce musée, j'avais envie de faire un musée qui pouvait parler à tout le monde. Les gens qui voyagent à Hoi An, c'est des gens. Hoi An est une petite ville balnéaire, donc Hoi An, c'est pas une ville où c'est les gens, ils restent 2-3 jours. S'il fait beau en été, on n'a aucune chance de garder quelqu'un pendant 4 heures dans un musée, ou alors faut le climatiser. Et puis je pense qu'il y a de moins en moins de monde qui sont intéressés par les musées lors de leur voyage, malheureusement.
Donc, je voulais pas faire un musée académique. En plus, je n'ai pas le niveau pour, je suis pas ethnologue. Hein, je le dis d'ailleurs dans le musée dès le départ. Je voulais faire un musée personnel. Donc, comme j'avais tous les costumes ou quasiment tous, en 2017, j'avais rencontré 42 ethnies. Donc, j'ai dit, allez, tant pis, j'ai pas tout, mais je continuerai au fur et à mesure. Et quand les gens reviendront visiter le Vietnam, parce que beaucoup de gens reviennent au Vietnam après leur premier voyage, ils pourront repasser au musée et voir la suite. Et je me suis dit, je veux pas avoir des costumes sous vitrine comme dans beaucoup de musées. Et donc, j'ai laissé les musées sur des mannequins. Et à côté du mannequin, on a la photo d'une mamie ou d'un monsieur, mais c'est souvent des vieilles dames, ou parfois des enfants quand il y a un costume pour les enfants. Et la photo est en 1,80 m à côté du costume. Souvent, le costume qui est sur la photo et le costume qui est sur le mannequin. Et j'ai un petit tableau de 250 mots en français, en anglais, mais aussi en vietnamien, et qui raconte pas le côté académique ou ethnographique, mais plutôt mon expérience, comment j'ai été accueilli, parce que en fait les gens c'est ça qu'ils veulent savoir. Et il y a 54 ethnies, ça serait fastidieux de lire des gros textes. Donc j'ai fait des petits textes de 250 mots ou un peu plus, et où je raconte mes péripéties, parce que j'ai eu des accidents, on pourra en parler après. J'ai eu des accidents, j'ai eu des déceptions, j'ai eu des surprises, des belles surprises. Et puis il y a des gens aussi que j'ai photographiés qui ne sont plus là. Donc quand j'y retourne, je le note en rentrant, je remets, je mets à jour pour dire que la petite mamie a disparu tel jour, qu'elle nous a quittés, etc. Donc, j'ai vraiment soin de garder un lien. J'essaye de garder un lien avec la plupart des gens sur les photos. On garde pas un lien par Internet, évidemment, faut y retourner. Hein, ils ont pas Internet. Et du coup, le musée, c'est un musée qui est plongé dans le noir, où il y a une lumière sur le costume, une lumière sur la photo. Enfin, c'est rétro-éclairé. Et les gens se baladent d'une ethnie à une autre. Il y a évidemment la map du Vietnam avec l'endroit où ils sont, le nombre de personnes. Et puis, si on le sait, parce que j'ai étudié énormément de livres sur ces gens-là, quand ils sont arrivés au Vietnam, d'où ils viennent, si c'est parce que beaucoup de peuples sont arrivés de la Chine, d'autres sont arrivés de l'Afghanistan, de la Mongolie, des Philippines, et beaucoup d'autres, on ne le sait pas. Donc, du coup, j'essaye de raconter ces histoires, etc. Et puis, comment on m'a offert le costume parfois, etc. Et donc, voilà, c'est un musée gratuit. Alors, je voulais que ce soit gratuit en vietnamien parce que je me suis rendu compte que les Vietnamiens eux-mêmes, tous connaissent deux, trois noms, les Cham, les Hmong, et puis les Thai peut-être, si on les voit à la télé. Mais sinon, ils ne connaissent pas la plupart des ethnies, ils n'ont aucune idée. Et bien souvent, j'ai des Vietnamiens qui viennent et qui ont les larmes aux yeux dans le musée, qui me disent c'est incroyable ce que tu as fait. Enfin, nous, on connaissait pas tout ça, on a l'impression d'être perdus dans notre pays, on a l'impression de rien connaître de tout ça. Et des jeunes de 20 ans qui ramènent leurs copains, qui reviennent et c'est assez incroyable. C'est émouvant d'ailleurs. Hein. Ils me prennent dans leurs bras des fois, c'est assez, ça m'a vraiment ému et j'ai invité une dizaine d'ethnies à venir aussi, des ethnies qui pouvaient se déplacer par bus, etc. Ça a été compliqué à chaque fois, mais on les a fait venir en costume dans le musée. Ils étaient tous émus aussi. Donc le musée, voilà, le musée c'est quelque chose qui est gratuit, qui est instructif et quand les gens repartent. Premièrement, le musée est assez secret. On rentre dans une galerie photo et faut passer derrière pour voir un musée qui se découvre, enfin qui se découvre dans le noir, si on peut dire. Et c'est un musée qui est un peu caché parce que je suis pas au cœur de la vieille ville. Je suis un tout petit peu à l'extérieur dans la rue française, dans l'ancienne rue française. Voilà, c'est 500 mètres carrés et je voulais qu'il soit gratuit pour que tout le monde puisse venir, qu'il n'y ait pas que les gens se disent pas, est-ce qu'on paye, est-ce que c'est bien ou pas, et comme ça tout le monde vient. Et le bouche-à-oreille a très 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 bien marché. Maintenant que tu as documenté ces 54 ethnies, maintenant que ce musée est ouvert et qu'en plus tu nous dis qu'il a trouvé son public, c'est quoi tes projets pour la suite? Quand j'ai terminé le projet, encore une fois, j'étais un peu naïf. Je m'étais dit bon voilà, le projet est terminé. Sauf qu'on peut pas terminer un projet comme ça en fait. J'ai passé 10 ans, c'est 10 ans de ma vie de 32 à 42 ans, donc enfin quasiment. Donc c'est 10 ans importants qui ont rythmé ma vie. Et au moment où j'ai terminé ce projet, je me suis senti j'avais une partie de moi qui était heureux parce que je me dis enfin j'ai terminé, c'était compliqué. Et puis il y avait une partie de moi qui me disait, qui me sentait un peu vide, quoi. J'ai même mis 2 mois à retourner faire des photos. Je me suis dit bon, moi je peux travailler qu'avec un projet, qu'avec quelque chose. Travailler juste pour faire des photos, pour faire des jolies photos colorées, autant arrêter la photo. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le message, c'est la culture, les traditions, toutes ces choses-là. Et donc je me suis dit comment je pourrais étendre le projet. Et en lisant les livres, j'en avais une idée, mais quelqu'un m'a donné une idée. Et on m'a dit pourquoi tu vas pas faire les ethnies qui sont communes entre le Vietnam et le Cambodge pour voir comment ces ethnies ont évolué quand elles ont traversé la frontière durant la guerre du Vietnam. Beaucoup d'ethnies ont fui, ont traversé la frontière du Cambodge et du Laos. Et donc, je me suis dit pourquoi pas aller faire ces ethnies
aller chercher les remams. Ils étaient 40 000, il y en a 436. Où sont les autres? Ils sont sans doute au Cambodge. J'ai jamais réussi à trouver ces infos. Donc je me suis dit pourquoi pas aller dans le sud de la Chine pour voir les Zhao, les Hmong, pour voir si les costumes sont différents, comment ces ethnies ont évolué par rapport à celles du Vietnam. Mais le musée est bien trop petit et je te disais tout à l'heure, j'ai 56 ethnies sur 54. J'ai trouvé des ethnies qui ne sont pas référencées dans les 54. Ça, c'est incroyable. J'ai rencontré une ethnie qu'on appelle les Tui. Ils sont 113 ou 116, pardon. Par hasard, ils m'ont dit, bah non, nous, on n'est pas référencés. On a fait la demande plusieurs fois, mais on n'est pas reconnu. Alors, on nous met dans un sous-groupe des Paten, qui est une autre ethnie. D'ailleurs, vous avez la petite fille en rouge dans le géo. C'est en allant voir cette ethnie-là que je suis tombé sur une ethnie qui avait un costume différent, qui était totalement pas référencé dans les 54. Et voilà. Ça fait partie des bonnes surprises que tu évoquais tout à l'heure? Oui, j'en ai eu d'autres. J'en ai rencontré plusieurs, des gens comme ça. J'ai rencontré aussi les Pazis. Les Pazis, c'est alors, officiellement, ils disent que c'est un sous-groupe. Quand ils veulent pas se fatiguer à faire un autre maître, dire on change tous les livres, on remet 55 au lieu de 54. Ils disent bon, c'est un sous-groupe, ils vivent ensemble, ils sont à côté, on doit dire que c'est les mêmes. Moi, j'ai essayé de faire un travail un peu différent. J'ai essayé déjà de voir si le langage était le même. Ensuite, le costume. Et là, je me suis rendu compte que quand le langage et le costume sont différents et que leur histoire est différente, on peut pas dire c'est le même. Donc moi, je les ai mis dans mon musée. Alors c'est des costumes du coup qu'on retrouvera pas au musée ethnographique et dans les autres puisque officiellement ils ne sont pas là. Mais moi, je les ai. Bon, le musée est bien trop petit aujourd'hui et j'ai le rêve. Bon, avec le Covid, c'était compliqué. On a fermé le musée. Il est toujours là, mais pour l'instant, on est fermé le temps que les touristes ne reviennent pas. J'aimerais avoir un musée plus grand. J'aimerais avoir 2000 mètres carrés pour avoir plus d'espace entre les. Et puis, j'aimerais faire une salle cinéma où les gens peuvent voir des vidéos de mes voyages, voir des petites. Et puis peut-être faire plus de vidéos, retourner tous les voir. J'ai du mal en fait à couper le cordon. En fait, au début, je croyais que c'était un projet, c'est devenu une passion et après, c'est devenu ma vie. Donc, 10 ans de faire ça. Bon, j'ai des enfants, mais mon fils a été petit, donc je partais 15 jours, 3 semaines, c'était pas très grave. Aujourd'hui, ils sont plus grands, donc maintenant, j'ai un peu du mal à partir, à laisser ma famille. Mais je suis séparé entre ça et je me suis dit pourquoi pas aller peut-être à la frontière du Cambodge. J'y suis pas très loin et au Laos. Sauf que j'ai eu une très mauvaise expérience au Laos il y a 3 ans de ça. À l'ouverture de mon musée, en fait, je suis allé au Laos retrouver les Brao, une ethnie ils sont 397 exactement. C'est le deuxième plus petit groupe du Vietnam. Et quand je suis passé au Laos les voir, j'étais avec un ami et ma meilleure amie. On a loué une moto et le pneu a éclaté quand je roulais. Et ma meilleure amie s'est retrouvée dans le coma. On était en montagne. J'étais en sang, j'avais la tête en sang, j'avais une entorse. Elle se réveillait pas. Elle avait du sang derrière le crâne. Le pneu a éclaté, on a chuté et je me suis réveillé blackout. On s'est réveillé. Moi, je me suis réveillé dans un camion ben. En fait, on était dans le camion. Dans un petit truck, dans un petit camion, et on m'emmenait dans une clinique locale où des ethnies, donc pas d'anesthésie, rien, hein, juste un coton avec un petit peu d'alcool pour des. Et d'ailleurs, mais bon, tu peux pas voir, mais j'ai des traces encore sur le visage. J'avais les dents cassées. J'ai eu un vrai accident de moto qui était pas dû à ma conduite, mais au pneu qui a éclaté, qu'on avait réparé la veille. Heureusement, au Laos, on n'est pas obligé de porter un casque, mais par l'habitude, je portais mon casque. Ma meilleure amie ne l'avait pas attaché. Il a volé en éclats et du coup, elle a été dans le coma pendant 3 jours. Et il a fallu la rapatrier au Vietnam, mais j'avais plus de téléphone portable, j'avais plus rien. Enfin, j'avais un téléphone portable, mais j'avais plus la carte SIM du Vietnam. Donc j'ai juste envoyé un message sur Facebook en disant end of the road, la fin de la route, et j'ai des gens qui m'ont contacté. Et c'est une histoire incroyable. C'est là où j'aime les Vietnamiens profondément, et j'oublierai jamais cette histoire. J'ai mis sur Facebook que j'avais besoin d'aide. J'étais au sud du Laos. Pas loin de la frontière du Vietnam, enfin quand même à 6 heures, et les Vietnamiens, alors je parle un peu vietnamien et c'est marrant, les Laotiens parlaient un peu vietnamien mais pas anglais, donc je me suis débrouillé en vietnamien avec eux parce que ma meilleure amie était pas là. J'avais un peu de cash, j'avais un peu d'argent, mais elle avait la carte bleue et évidemment j'avais pas le code. Donc je lui dis on a deux choix, soit on va à Pak Se, donc soit on va dans la ville, la plus grande ville, et puis on trouve un hôpital international pour faire un scanner, voir pourquoi elle se réveille pas. Soit on traverse la frontière du Vietnam, soit on va en Thaïlande. On avait 3 choix, on va dire. Et en Thaïlande, j'ai personne, j'ai pas de téléphone, j'ai pas le cash, on ne prendra pas l'hôpital. Donc au Vietnam, c'est compliqué de passer la frontière, qui n'est pas une frontière officielle, enfin c'est pas une frontière de touristique. Donc il a fallu passer la frontière avec une Vietnamienne dans le coma, c'est compliqué. Donc je vais à Pak Se, et à Pak Se, on me dit il y a pas de scanner ici, faut partir en Thaïlande ou au Vietnam. Donc je dis bon, il me reste un peu de cash. L'ambulance m'emmène au Vietnam, va me déposer à la frontière avec le brancard, et il faut que j'ai quelqu'un de l'autre côté.
Et je mets sur Facebook, et là, quand j'arrive à la frontière, on ne captait plus, on était dans les montagnes, je ne sais pas si quelqu'un avait répondu. Et quand j'arrive de l'autre côté, de la frontière, la douane était en train de discuter, peut-être de boire un coup. Et donc, ils ont tamponné les passeports sans regarder qui était dans l'ambulance. L'ambulance pouvait toujours pas passer, donc il y avait des Vietnamiens que je n'avais jamais vus de ma vie, qui étaient de l'autre côté, des fans de mes photos, des jeunes, et qui ont aidé à transporter le brancard dans une autre ambulance qui était de l'autre côté. Et on a fait en 1 heure, on a fait 100 km en 1 heure parce que 100 km, on roule pas beaucoup à 100 km/h, mais une ambulance peut se permettre au Vietnam. Et j'avais des Vietnamiens que j'avais jamais vus, qui m'ont acheté une autre carte SIM, qui m'ont acheté des chaussures parce que mes chaussures avaient explosé, j'avais plus de chaussures, qui ont aidé à transporter. Et on s'est retrouvés. Et elle se réveillait toujours pas. Ils ont fait un scanner. Et la femme de ces garçons-là, qui sont devenus des amis, vous doutez d'autres bien, dormait à côté de moi dans l'hôpital. Ils ont dormi toute la nuit à côté de moi. Ils m'ont fait de la soupe parce que je pouvais pas manger grand-chose. Et ils se sont occupés d'elle d'un côté et de moi de l'autre côté. Et ils ont payé l'hôpital, ils ont tout payé. On l'a emmené à Ho Chi Minh ensuite, donc 18 heures d'ambulance. On savait pas si elle allait se réveiller. On savait pas si un jour elle allait se réveiller ou si c'était terminé. On n'avait aucune idée, quoi. Donc le stress, c'était au maximum. C'était le choc de ma vie d'ailleurs. Et ces Vietnamiens, je leur dis, bah écoute, je vous rembourserai évidemment, mais quand j'ai plein de choses à régler. Elle va à Saigon, sa famille va la rejoindre. Moi, je rentre chez moi, enfin pas loin de chez moi, dans un autre hôpital. Et on reviendra quand elle se réveillera. Donc, elle a été amnésique pendant 2 mois. D'ailleurs, c'est des Françaises qui m'ont dit, enlève-la de cet hôpital. Ils sont en train de lui mettre des drogues. Elle va jamais se réveiller, ta copine. Donc, c'était les Françaises qui étaient en stage dans cet hôpital vietnamien qui m'ont dit, écoute, enlève-la tout de suite, rapatrie-la dans un autre hôpital. Sinon, tu la reverras jamais. Elle était un légume. Elle se rappelait plus de rien. Elle marchait comme un zombie. Il fallait la porter quasiment. Et bon, ça fait 13 ans qu'on se connaît, c'est comme une petite sœur pour moi, hein. C'est une Vietnamienne qui a une 30aine d'années. Et donc j'avais peur. Et je rentre à Da Nang, je commence à remarcher, on me répare, évidemment, on me recoue un peu mieux, et je retourne à Saigon. Et puis je me bats avec sa famille pour la ramener à Da Nang. Le docteur leur fait peur, leur dit, moi, vous me signez une décharge si elle décède entre deux. Alors imaginez la famille qui dirait non, on la déplace pas, mais moi je savais qu'il fallait la déplacer. Enfin bref, voilà, ça fait partie des expériences du Laos. Donc quand je retournerai au Laos, ça sera pas en moto, ça c'est sûr, jamais plus j'irai en moto au Laos, ça sera en voiture maintenant. Et pour la petite histoire, ma fille naissait dans un autre hôpital pendant que moi j'étais à l'hôpital, ma femme venait accoucher donc j'étais pas là à la naissance de ma fille. Donc voilà les chocs et voilà les difficultés. J'ai eu envie d'abandonner le projet, j'avais pas terminé le projet à ce moment-là. J'ai eu envie d'abandonner ce projet-là quand tout ça est arrivé. Ça a été assez compliqué. Et voilà. Et aujourd'hui, ton amie va bien? Oui, elle va bien. Elle est devenue un peu folle, mais non, je plaisante. non, elle va bien. Elle est toujours. Bon, elle voyage plus trop avec moi. On a décidé parce qu'elle prend soin de ma famille aussi, et puis c'est ma business partner, donc c'est aussi compliqué de mettre tout dans le même. Enfin voilà, s'il m'arrive quelque chose, c'est elle qui prendra soin de ma famille plus tard. Donc on s'est dit que c'était peut-être mieux qu'on voyage plus ensemble après. Enfin, on voyage encore ensemble. Je l'emmène à Cuba des fois, on va en France. Elle a même visité la France plusieurs fois, mais plus sur la moto, plus de grandes virées en moto ensemble. Mais aujourd'hui, elle va bien. Elle a mis du temps. Elle a mis 6 mois à remarcher. 2 mois à retrouver la mémoire, c'était un peu compliqué. Là. Merci Réan d'avoir participé au podcast Géo Retour de terrain. Je rappelle qu'on peut découvrir tes portraits vietnamiens dans le numéro d'octobre, disponible en kiosque jusqu'à la fin du mois ou en passant par geo.fr, ainsi que dans ton livre Precious Heritage, disponible sur ton site reanphotographer.com. Si les gens commandent, il sera signé puisque c'est moi qui les envoie moi-même. Et le livre sera signé. Merci à Clara Maté, Léa Giandomenico et Lucas Vibo pour les moyens techniques. Merci à Thibaut Deschamps pour le nouvel habillage visuel de Retour de terrain. Et merci à Emeline Ferrard pour la réalisation. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je rappelle qu'on est sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Castbox. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous adresser des commentaires ou à nous laisser plein d'étoiles. Et parce que Géo est un magazine qui se lit aussi avec les oreilles, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Retour de terrain.